La parole donc à Diane Jean, donc, qui est doctorante en sciences politiques spécialisée dans la géopolitique des chaînes d'approvisionnement et l'opinion publique, et qui va donc modérer ce dernier panel qui va conclure le colloque, donc qui portera sur des réflexions également sur contre-mesures possibles donc vis-à-vis donc de tout ce qu'on a discuté, la politisation négative et comment encourager aussi la politisation peut-être positive en lien avec les précédents débats. Je laisse la parole maintenant à Yang Jiang, que je remercie encore d'avoir accepté de modérer ce panel. Oui, merci Laurent. Alors, bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Dia. J'ai le plaisir de modérer cette dernière table ronde. Donc, je suis doctorant à l'Université McGill. Et on va commencer. Alors, je vous rappelle de nos sujets et quelles mesures adopter face à fake news et à la politisation négative des enjeux de défense. Et aussi, est-ce que la politisation peut-elle au contraire être une solution? Nous avons un panel tellement diversifié, je trouve, avec des spécialistes et experts de domaines différents. Donc, j'ai tellement hâte d'entendre leurs perspectives. Et pour cette dernière table ronde, je vais m'exprimer en français et aussi en anglais. First, we're gonna quickly go over a quick introduction of all the panelists. So you will each have 8 minutes afterwards to present, because we have five of you. So let's try to keep it within the 8 minutes. And after that, I will ask some follow-up questions, or the panelists can ask each other some follow-up questions, and then we're gonna open up the floor to the audience. So first, I want to thank everyone for being here. And I'm gonna quickly introduce our five panelists. Au premier, on a Monsieur Jean-Charles Larsonnet. Il est un diplomate et ancien député français, ayant représenté la deuxième circonscription du Finistère de 2017 à 2024. Euh, il est aussi spécialiste de questions de défense nationale, des affaires européennes et des relations transatlantiques. Il apporte une expertise précieuse sur autonomie stratégique et la coopération internationale en matière de défense. Et deuxièmement, on a Monsieur Christian Preda. Il est professeur de sciences politiques à... Ah, ok. Ok, malheureusement, il a annulé sa participation, mais euh, merci encore. On va continuer à le prochain. On a Monsieur Yannick Pincé. Il est chercheur au Centre interdisciplinaire des études au numérique et des sciences. Ses travaux portent sur l'impact technologie numérique sur la société, en particulier la communication numérique des médias sociaux et la transformation des organisations. Et ensuite, on a Monsieur Laurent Cordonnier. Il est chercheur à la Fondation Descartes. Ses travaux portent sur des informations, les théories du complot et des stratégies pour renforcer la résilience sociétale face à la manipulation de l'information. Et last but not least, on a Monsieur Tom Morand-Robinson. Il travaille à la division de la diplomatie publique de l'OTAN, où il se spécialise dans les stratégies de communication, la gestion de crise et la promotion des politiques d'alliance auprès du public. OK. Je vais laisser le dialogue à Monsieur Jean-Charles Larsonner au premier. Thank you so much, dear Dia. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir de reprendre la parole pour ce deuxième jour de colloque. En accent cette fois pour ce panel, effectivement, la discussion sur les questions de désinformation ou de fake news, d'infox, comme on dit parfois. On en était resté hier sur la partie à laquelle je vais participer sur, au fond, les différentes manières d'aborder les politisations négatives ou positives en période d'élection. On arrive donc à un sujet très lié, très corrélé, qui est celui de l'utilisation massive de désinformation dans la vie politique et dans la politisation de ce sujet de défense.
Utilisation massive, relativement récente. Les grandes campagnes numériques commencent globalement avec les premières campagnes Obama. On voit d'ailleurs que ça suit avec un petit peu de retard dans beaucoup de démocraties occidentales. Et puis, on a évidemment depuis quelques années une opposition maintenant assez flagrante et très, très visible, y compris en termes de production de données et au plan quantitatif, entre un bloc occidental-otanien, allons vite, on pourra revenir dans les détails si vous voulez plus tard, et puis un certain nombre d'acteurs, à commencer par la Russie, mais pas que. Des narratifs chinois, iraniens sont aussi bien présents sur la toile, qui viennent fragiliser au fond. Alors, je ne sais pas si vous parlez de consensus, parce que le mot est probablement un petit peu fort, et que, mais en tout cas, les convergences et la solidité des alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, et globalement des démocraties, du camp des démocraties contre celui des démocraties illibérales ou des dictatures. Bon. Alors, c'est un sujet absolument majeur, un sujet, on l'a dit, totalement renouvelé par l'apparition des réseaux sociaux. On va y revenir. Évidemment, la notion de désinformation est aussi vieille que l'humanité. Bon. Mais son application à grande échelle pour des milliards de cerveaux connectés qui passent plusieurs heures par jour sur des smartphones et des réseaux sociaux a complètement bouleversé la donne. Alors avec, je dirais, plusieurs approches possibles. Une approche du camp de démocratie, permettez-moi de m'exprimer comme ça, même si ce n'est pas forcément une expression tout à fait précise ou adéquate, qui est plutôt en défense, qui est plutôt réactive. Et puis la Russie et ses affidés, la Chine, l'Iran et quelques autres, qui déploient plutôt un narratif agressif et des stratégies offensives sur le plan de l'information et de la communication. Alors, moi j'ai vécu ça un petit peu comme diplomate, et à l'époque c'était vraiment balbutiant, hein. J'ai quitté la diplomatie en 2016 pour me consacrer à la politique, et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait assez peu quand même d'ambassadeurs ou de porte-parole de haut niveau dans la diplomatie française qui portaient un discours et qui assumaient de porter aussi parfois des contre-discours, parce que ce n'était pas ce qu'on demandait à l'époque à un diplomate, c'était plutôt la culture du secret ou de la négociation discrète. Aujourd'hui, c'est bien plus le cas. On voit que la diplomatie publique a pris un essor considérable. Moi, j'ai surtout été confronté à cette question de désinformation dans le champ politique. Bon. Où elle est absolument massive. Bon, alors il y a des exemples tout récents, hein. Je pense que ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis, au cours de ces 2 jours. On pense bien sûr aux élections générales en Roumanie, on pense à la Géorgie. Donc avec beaucoup de nuances quand même dans tous ces éléments. En Géorgie, il y a des fraudes massives. Ce n'est pas forcément le cas en Roumanie. On a par contre de la désinformation massive. Et cette décision à la fois pleine d'espoir et dangereuse, me semble-t-il, on pourra peut-être discuter sur ce point, de la Cour constitutionnelle qui finalement annule ces élections sur la base du biais que constituerait cette désinformation par son ampleur. Alors, intéressant, parce que pour la première fois, une Cour constitutionnelle, alors certes politisée, mais enfin, voilà, une Cour suprême politisée, mais une Cour suprême tout de même, dit la désinformation est de nature à biaiser un scrutin de telle sorte qu'il soit invalide. Bon, qu'il soit invalidé. Intéressant et en même temps dangereux parce que ça suppose de dire à un certain nombre de concitoyens roumains, écoutez les amis, ce que vous pensez, c'est pas bien, quoi, c'est pas vrai, c'est faux. Le risque de backlash est quand même très fort et je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de résultats quand l'élection sera rejouée. Parce que quand on a dit à une fraction importante de la population, écoutez, ce que vous votez est mal parce que vous pensez mal, parce que vous vous informez mal, je ne suis pas sûr du résultat. Ce qui me mène tout de suite au point suivant, qui est de dire au fond, une société démocratique n'est résiliente que si elle est préparée de longue date, avec une vraie acculturation à ces problématiques des informations et de nombreux acteurs, en réalité, à différents niveaux, à différentes couches dans la société, qui participent d'une société plus résiliente, d'une société mieux préparée, au fond, à recevoir cette information. Il y a quelques bons exemples, je trouve, dans les fréquentations que j'ai pu avoir avec des homologues étrangers, pour différentes raisons d'ailleurs.
dans des échelles de temps ou des pas de temps assez différents. Je trouve que les pays baltes en particulier, qui très tôt se sont intéressés aux questions cyber, qui sont assez liées, on pourrait y revenir aux questions des informations, ont globalement une culture ancienne de résilience par rapport à ces questions. Dans une période plus récente, je trouve que la Suède, sur le chemin et désormais dans sa voie vers l'OTAN, a aussi opéré un retournement qui est très intéressant à suivre. La Suède, pendant longtemps, sans insulter du tout nos amis suédois, était comme un pays assez bisounours sur le plan des questions de défense. Au fond, le concitoyen moyen suédois avait quand même peu de connaissances sur le sujet et depuis la guerre froide était peu sensibilisé à ces questions. La réactivation, non seulement de plans très concrets, très physiques pour le coup, avec des bunkers, des réserves de précaution en cas de guerre ou d'alarme ou d'alerte, bon. Mais aussi un ministère dédié à la désinformation et à la lutte contre la désinformation produit dans le long terme des effets que je trouve intéressants. Ils s'y sont mis il n'y a pas très longtemps, hein. C'est comme un mouvement qui date de 2-3 ans peut-être en Suède, et on voit une population suédoise qui petit à petit quand même s'acculture et change assez vite parce que les incitations sont placées au bon endroit. Il y a plusieurs façons, encore une fois, de lutter contre la désinformation et je dirais, moins elles sont abruptes et réactives, plus elles arrivent sur un terreau et un terrain et une société qui est préparée, mieux ça marche. Parce qu'encore une fois, alors certes, on fait du cyber offensif, certes, on a des actions, nous, agressives vis-à-vis d'adversaires ou d'ennemis, mais c'est plutôt du domaine caché, pour le coup, et donc pas vraiment de ce qu'on appelle des informations au sens classique du terme. Sur la désinformation, on est plutôt réactif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est de bonne foi et qu'on veut rétablir une forme de vérité? Plusieurs voies s'offrent à nous. Une façon de faire, c'est de faire une explication de texte longue, en général qui suppose un peu de temps de cerveau disponible, et qui, en fait, le plus souvent fonctionne moyennement, parce que l'explication est toujours plus dure à suivre que la fake news, en général diffusée par des moyens assez sommaires, mais très parlants, de l'image, de l'IA, ce que vous voulez. Bon. D'autre part, le vieil adage de Francis Bacon fonctionne bien. Salissez, salissez, il en restera toujours quelque chose. Bon. D'autant plus que, comme ça a été dit par beaucoup d'intervenants, notamment sur la table ronde précédente, on a quand même un terreau où le vivre ensemble, on va dire, est fragilisé par un phénomène d'atomisation, d'anomie de nos sociétés qui vivent dans des bulles d'information et des bulles de sens, des horizons de sens qui sont différents parce qu'effectivement, quand on vit avec les algorithmes, hein, je sens mon smartphone qui est dans le flou ici, voilà, il arrive dans la lumière. Moi, sur mon smartphone, c'est assez simple, hein, je reçois essentiellement des news qui me regardent et qui me concernent, et c'est vrai pour tout le monde. Bon. Et donc, nos horizons de sens deviennent des bulles de sens qui ont beaucoup de mal à se parler. Bon. Je note aussi qu'on peut réagir avec des mesures politiques. Alors, je dis différence, je reprends un petit peu ces éléments-là. Ça marche plus ou moins bien. On voit que quand l'Union européenne, par exemple, se met ensemble et a une action plus forte vis-à-vis des GAFAM, on peut avoir du résultat. J'ai mené une expérience moi-même il y a 2 jours, qui était très liée à l'actualité, puisqu'il s'agissait des liens entre Jean-Luc Mélenchon et le régime Assad. Et j'ai posté la même photo sur Facebook et sur X. Donc X qui se veut libertarien, je ne fais pas un dessin, mais qui en même temps a des algorithmes extrêmement orientés. J'en veux pour preuve la campagne extrêmement pro-MAGA et la place des contenus MAGA sur le réseau X. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je mets une photo qui remonte à 2001, donc à l'époque où Jean-Luc Mélenchon, leader, pour ceux qui ne sont pas français, leader bien connu de la gauche radicale en France, était à l'époque ministre du gouvernement Jospin. Il était sur un voyage officiel, avec un voyage protocolaire classique. Il arrive sur le tarmac et donc il y a une rencontre il est accueilli, je crois, par Bachar lui-même, et donc il y a un cliché qui est pris. Donc il y a en effet un décalage entre le contexte. À l'époque, il était ministre en déplacement officiel et ses positions des 20 ans qui suivent, où il a pris des positions manifestement pro-Assad. Bon. Et donc, quand je poste cette photo sur Facebook, tout de suite, Facebook me met, mon Meta, hein, Insta, Facebook,
me met attention, photo susceptible d'être mal employée, hors contexte, etc., contenu suspect. Ça me vaut un petit message de Facebook qui me dit que je fais n'importe quoi, ou en tout cas qu'il faut faire attention parce que si je continue à faire n'importe quoi, ça va être, enfin, je vais descendre aux algorithmes, la visibilité va descendre. Bon. Je fais la même chose sur X, énorme succès, milliers de retweets, etc. Donc, on voit bien quand même que le comportement des plateformes est important et que par conséquent, la réaction politique et le niveau de pression politique qui est mis collectivement sur les plateformes peut avoir de l'intérêt. Une politique plus responsable, celle de Facebook en l'occurrence, a quand même un effet par rapport à une politique moins responsable comme celle de X. Bon, c'est avis personnel, mais enfin fondé quand même sur des éléments objectivés. Bon. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on arrive quasiment à une nouvelle phase, je dirais, de la désinformation. Ça, je serais intéressé à entendre des spécialistes, mais je trouve qu'on n'est même plus sur de l'information fausse. On arrive maintenant à la création de quasi-réalités parallèles. À partir du moment où ces bulles de sens, ou des sociologies différentes, des électorats différents, évoluent dans des mondes avec des horizons de sens différents. Au fond, on peut alimenter en contenus qui sont même plus du réel, mais qui peuvent être des simples images générées par intelligence artificielle, par exemple, des mondes virtuels et abstraits qui viennent nourrir un imaginaire. Alors typiquement, c'est ce que fait Elon Musk dans la campagne de cette année pour Trump. On n'est même plus sur de l'information, on est sur des idées technoscientistes, quasi-eugénistes parfois, conservatrices pour certaines, virilistes pour d'autres. Pas tellement argumenté, même pas du tout. On a juste une image, voilà, mettant en scène Elon lui-même ou n'importe qui d'autre, avec un message, parfois même pas de message, mais juste une espèce d'image générée par IA qui crée un monde parallèle et un univers, au fond, qui ramène à des émotions, à des sensations. Et alors là, on n'est même plus sur le rationnel, quoi. Je veux dire, même un debunking, si vous voulez, rationnel, n'aurait presque plus de sens. Voilà. Donc, on arrive dans une ère de post-vérité où le simulacre prend presque toute la place. C'est quand même un sujet un peu compliqué. Parce que j'en ai une autre méthode pour lutter contre la désinformation, que j'ai d'ailleurs évoquée hier, qui était le fait pour des gouvernements, pour des entités de démocratie occidentale, par exemple, de révéler des choses, notamment de l'information classifiée, quand de fausses informations circulent. Le bon exemple, je trouve récent, enfin c'est le plus parlant, je trouve, dans le cas français, c'est une vague d'informations massives sur la présence de militaires français au Mali et donc des bots russes qui répandent en masse l'idée que ce sont des soldats français qui sont à l'origine d'un massacre dans le village de Gossi. Et la ministre de la Défense à l'époque décide qu'on va déclassifier un certain nombre d'images prises par drone qui montrent que ce sont bien des soldats de Wagner et pas des soldats français qui ont commis ce massacre. Bon. Donc c'est intéressant parce que là, on ramène avec de l'image, pour le coup, des choses assez vivantes, assez visibles, assez factuelles et assez difficiles à démonter, en déclassifiant de l'information, une forme de vérité. Simplement, quand on regarde qui a vu quoi, l'impact de la fake news par rapport à l'impact du debunking, on est sur des échelles, si vous voulez, qui sont de 1 à 1000, quoi. Et donc, on voit la faiblesse, finalement, de la stratégie défensive, réactive par rapport à l'intox initial. Et c'est là que j'en reviens finalement à ce point, et qui sera ma conclusion, parce que je vais essayer de rester dans le temps imparti, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, qui est la préparation de long terme de nos sociétés à ces enjeux. Ça commence dès l'école, hein, je dirais dès l'école primaire. Encore une fois, je pense qu'on peut s'inspirer de bons modèles, comme le modèle suédois. Je constate qu'en Europe, il y a plusieurs vitesses et que certaines sociétés sont plus préparées que d'autres, et que donc le modèle balte, le modèle suédois est intéressant. En France, ça progresse. Je trouve nos teenagers et nos vingtenaires beaucoup moins naïfs sur ces questions que la plupart des boomers, ou des gens de ma génération qui sont littéralement au milieu, j'ai 40 ans. Et donc, il y a aussi quelque part un jeu de l'épée et de la cuirasse, hein, dans cette guerre de l'information. Chez les jeunes gens aujourd'hui, il y a plus grand monde quand même à se laisser attraper par une image générée de manière artificielle ou par intelligence artificielle, ou en tout cas qui soit retouchée. En revanche, oui, chez les 50 et plus, beaucoup se font attraper. Bon. Il y a d'ailleurs ces jeux, vous savez, sur Facebook qui consiste à recenser tous les attrape-nigauds, pour ainsi dire, et à voir qui s'est fait attraper. Et ça, on peut le quantifier. On peut voir qu'en termes de classe d'âge, c'est très clair.
la jeunesse est quand même mieux préparée à recevoir une information qui est fausse. Voilà. Après, il y a encore d'autres moyens dont on pourra peut-être parler, hein, qui marchent très très fort et qui ont été notamment très employés dans les campagnes politiques récemment, en particulier aux États-Unis et en particulier par Trump. C'est la mode du mème, alors qui n'est pas du tout nouvelle, hein, les mèmes, mais sur le ton un peu drôle, on peut dire des horreurs, parce qu'en général, le mème, c'est autoréférentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prend la parole et qui peut donc être attaqué en justice pour une fausse information ou un propos illégal, que sais-je, antisémite ou raciste. C'est deux personnes ou deux petits cartoons qui se répondent et qui se disent des trucs. Et puis on en comprend ce qu'on a envie d'en comprendre, mais ça incite quand même à aller dans un sens, évidemment. Et ça, juridiquement, on ne peut pas faire grand-chose contre. Et ça, c'est très, très impactant sur l'opinion publique. Donc, encore une fois, les outils d'attaque pour ainsi dire des informations sont très, très efficaces. Je dirais plus efficaces que jamais, le seront encore plus demain. Le travail doit être de fond. Si on réplique, même avec des moyens puissants comme la déclassification d'informations, sans avoir préparé le terrain, bah, au fond, l'idée qu'il en reste, c'est qu'il y a eu de la fumée, qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que quelque part l'alerte initiale de désinformation a eu plus de poids que la tentative de debunking. Voilà. Bon. C'est très sommaire, c'est une forme d'introduction, et puis je laisse la parole à nos intervenants suivants. Donc je disais, j'interviens donc en tant qu'historien. Mes travaux en fait ont porté sur la question du consensus sur le nucléaire militaire en France, sur la dissuasion militaire. Et ma présentation vise à vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de politisation négative de la bombe atomique en France, puisque ça en fait quand même un cas assez singulier en Europe, notamment par rapport à nos voisins allemands. Alors, l'idée, c'est que je souhaiterais démontrer que la politisation en France, il y a une politisation précoce des enjeux de défense et que celle-ci, enfin concernant la dissuasion nucléaire, et que celle-ci a été à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle peut impliquer à des fins électorales l'usage de fake news et une politisation négative des politiques de défense. Mais à l'inverse, elle conduit aussi à une bonne connaissance des enjeux de défense par une implication des citoyens dans la réflexion stratégique qu'induit le débat politique. Donc, je vais faire un petit retour en arrière sur le passé en France pour rebondir sur les enjeux que ça peut représenter aujourd'hui. Puisque cette politisation a joué, selon moi, un rôle fondamental dans l'acceptation de l'arme nucléaire et a évité la vague pacifiste antinucléaire des années 80, dont il reste d'ailleurs des éléments très, très solides en Allemagne aujourd'hui. En fait, quand on étudie le cas français, on se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment eu de très forte opposition au nucléaire en France. Il y a certes eu un mouvement anti-nucléaire qui s'est développé dans les années 50 autour des communistes et de la personnalité de Frédéric Joliot, qui était le père d'ailleurs du programme civil-militaire. Mais ça ne pouvait réussir parce que il était assez difficile pour les communistes de s'exprimer ouvertement contre les armes atomiques soviétiques et chinoises à une époque, si on reprend fin des années 50, années 60, où il y avait des essais nucléaires qui étaient massifs. Donc c'était assez difficile à ce moment-là, et parfois c'était même assez timide, de critiquer le développement d'une force nucléaire française dans ce contexte-là. Et lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958 et qu'il assume les recherches qui étaient pratiquées dans un objectif militaire par la 4e République, l'opposition de centre et de gauche non communiste, la gauche non communiste, dénonçait alors un programme qui était significatif d'une posture de défense hors du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que ce qui était critiqué n'était pas non plus l'arme en elle-même, mais les implications en fait qu'elle représentait en termes de politique étrangère, puisque la protection américaine était acceptée par la gauche et le centre. Et là est l'origine de ce que Raymond Aron a appelé le grand débat en France en 1963, c'est-à-dire que le grand débat en France s'est focalisé sur le rôle de la bombe atomique dans notre attitude vis-à-vis de l'Alliance Atlantique et non pas sur le caractère moral de la bombe. C'est-à-dire que ce grand débat a évité une polarisation en pour ou contre la bombe en France. Ça a été un débat qui a été malgré tout massif, puisqu'il a mobilisé les acteurs de la réflexion stratégique française, les grandes forces politiques, et ceci jusqu'à la fin de la guerre froide. L'enjeu de ce débat était, devons-nous d'un côté avoir une bombe qui permet d'être autonome de l'OTAN, ce qui nécessite de menacer nos adversaires de représailles massives, car nous voulons éviter la guerre, quelle qu'elle soit, et puis
c'était assez nécessaire puisque nous n'avions pas les moyens de toute manière de développer une panoplie complète d'armes nucléaires, en tout cas aussi développée que l'avaient nos alliés américains. Et l'autre choix, l'autre camp, c'était devons-nous choisir, au contraire, d'être plutôt proche de l'OTAN et pour cela d'adopter une doctrine de riposte graduée, c'est-à-dire adapter notre doctrine nucléaire à celle de l'OTAN qui avait une réponse proportionnelle aux agressions qui pouvaient être menées contre la France et contre l'Europe. Et ce qui s'est passé, c'est que débattre du comment plutôt que du pour ou contre a empêché une politisation négative de l'arme, au contraire de ce que l'on a retrouvé dans les autres pays européens. Je voudrais revenir pour l'expliquer sur un autre épisode, qui est un épisode fondateur, présenté souvent sous forme de gadget. C'est l'épisode du débat sur la bombe à neutrons qui a eu lieu fin des années 70, début des années 80. Alors, en général, quand on est stratégiste ou analyste, on n'aime pas trop les questions là-dessus parce que c'est un petit côté gadget, cette arme. C'était une arme, la bombe à neutrons, qui visait à être utilisée à des fins anti-chars en cas d'invasion soviétique, puisque les radiations renforcées, en fait, pouvaient traverser les blindages et elles avaient un avantage, c'est qu'elles faisaient moins de dégâts collatéraux. Et l'origine du puissant mouvement antinucléaire qui a touché l'Europe à partir des années 80 et dont je disais qu'il a survécu dans certains pays de manière assez importante jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le SPD allemand, c'est ce débat sur la bombe à neutrons, puisque face au déploiement de missiles soviétiques SS-20 à moyenne portée qui menaçaient l'Europe de l'Ouest fin des années 70, Jimmy Carter, président des États-Unis, avait proposé le déploiement de ces armes à neutrons, qui avaient été très fortement critiquées par le SPD allemand, en particulier par Egon Bahr, qui était le conseiller de Willy Brandt, qui parlait d'une perversion de l'esprit, puisqu'il la présentait comme une bombe capitaliste qui ne tuait en fait que les êtres humains. Et ce débat initial a eu un succès, puisque la mobilisation a été très forte en Europe, en Allemagne et même aux États-Unis, si bien que Jimmy Carter a été obligé d'y renoncer. Et c'est sur cette base d'une mobilisation réussie que s'est construit le profond mouvement pacifiste et même neutraliste dans plusieurs pays européens, Allemagne, RFA, Belgique et Royaume-Uni au début des années 80, pour justement manifester contre le déploiement de missiles américains qui étaient les fameux Pershing et les missiles de croisière qui devaient contrebalancer les SS-20 soviétiques. Et ce débat initial n'a pas eu lieu en France, puisqu'il correspond à la période où la gauche française passe en fait de l'opposition à la force de frappe à l'adhésion à la force de frappe nationale. C'est-à-dire qu'il n'était pas opportun, à ce moment-là, de critiquer une arme nucléaire au moment où eux-mêmes étaient en train de vendre à leurs adhérents et à leurs électeurs l'acceptation de la dissuasion nucléaire. Et c'est cette force, en fait, a donné le poids nécessaire, enfin cette absence en fait de critique antinucléaire a donné le poids nécessaire à François Mitterrand pour, au contraire, soutenir le déploiement des missiles américains en RFA. Il va même s'adresser au Bundestag en 1983 pour les 20 ans du traité de l'Élysée. Alors, bon, tout le monde retient en fait la symbolique, mais il va parler en réalité contre le SPD dans un contexte électoral. On est à quelques semaines en fait des élections et certains spécialistes estiment qu'il y a un basculement de 3 points en faveur des conservateurs parce que si le SPD gagnait ses élections de 83, possiblement avec une alliance des Verts, le déploiement en fait de missiles américains n'avait pas lieu. On peut extrapoler. C'était une victoire pour l'URSS, une victoire politique. Il y avait un risque de neutralisation de la RFA. Et la guerre froide ne se serait peut-être pas terminée de la même manière. Il y a un rôle assez important dans cette affaire-là. Alors, malgré tout, ça n'a pas empêché une politisation négative de l'arme qui a pris 2 aspects différents du contre l'arme. C'est-à-dire qu'en fonction des camps, étaient soit critiqués des traîtres atlantistes à la défense indépendante de Gaulle, ou d'un autre côté, étaient critiqués d'affreux partisans d'une arme nucléaire indépendante et partisans de la neutralité. Que donne cette fracture aujourd'hui? Eh bien, cette fracture porte les germes des fake news qui circulent aujourd'hui avec une résurgence du débat. Pourquoi? Parce que, fin des années 70, eh bien, les gaullistes ont radicalisé leur discours dans un sens neutraliste à des fins d'opposition au président Valéry Giscard d'Estaing qui était plus ouvert sur les orientations européennes et atlantistes. Et à ce moment-là, s'est construit un narratif stratégique gaulliste qui est encore très fort aujourd'hui et qui est en réalité une réinterprétation de la stratégie réelle que voulait De Gaulle, puisque De Gaulle était très attaché au camp occidental. Il n'aurait évidemment jamais laissé tomber ses alliés. C'est bien qu'aujourd'hui,
tout projet avec l'OTAN ou nos alliés européens, eh bien, voit ressurgir, il y a eu un débat au printemps au moment des élections européennes, cette idée de trahison de l'héritage de De Gaulle, de trahison de l'indépendance nationale, en particulier au Rassemblement national et à LFI. Et ça séduit certaines franges de l'électorat qui est nostalgique de cette période-là. Mon inquiétude, en fait, que je voudrais exprimer ici, c'est que en cas de crise majeure, et le retour du débat nucléaire porte cette germe-là, eh bien, c'est que il y ait un risque d'une forme de renoncement s'abritant derrière l'héritage gaulliste, surtout si les forces que je viens de mentionner arrivent au pouvoir. D'autant plus que s'est installée une image de consensus en France autour de la dissuasion nucléaire. Je critique beaucoup le consensus dans le sens où les contours, en fait, n'ont jamais été définis, en fait. On dit il y a consensus, mais consensus sur quoi? Adhésion à la bombe, oui. Mais est-ce qu'il s'agit d'une arme de non-guerre ou d'une arme qui protège uniquement contre la guerre nucléaire? Et là, on touche une certaine limite de notre fameux flou stratégique. Et des neutralistes, des forces politiques neutralistes qui seraient susceptibles d'accéder au pouvoir pourraient beaucoup jouer là-dessus et relancer un débat, je le dis, qui n'est pas en pour ou contre. Alors, pour conclure, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, j'ai peut-être débordé. Alors, pour conclure, c'est de mon point de vue, la politisation du débat stratégique est un remède à la fois aux fake news et à la politisation négative, car cela implique une présence plus forte de ces enjeux dans les sphères médiatiques et force la réflexion stratégique de nos concitoyens. La politisation fait sortir en fait les questions stratégiques du cercle des initiés. Par exemple, j'ai longtemps enseigné dans le secondaire et beaucoup de choses sont mises en place depuis plusieurs années sur l'éducation à la défense. J'ai toujours constaté en fait quelque chose qui, à mon sens, reste une limite aujourd'hui, c'est que les collègues qui participent à ces réflexions sont souvent des collègues qui sont initiés. Donc, on a du mal en fait à sortir en fait du cercle de ceux qui connaissent ces sujets. Et parfois même, les réunions auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais enseignant dans le secondaire, je les trouvais parfois assez contre-productives parce que c'était un discours qui cantonnait encore une fois le débat à la conviction d'un auditoire à l'utilité de la dissuasion, alors que l'auditoire est déjà convaincu. Or, je vous le dis, si on penche le débat sur l'adhésion à la dissuasion, évidemment qu'on va susciter de l'opposition. Et le vrai débat, en fait, qu'il faut mener auprès de nos concitoyens, c'est le débat autour de l'utilité de l'arme, c'est-à-dire de la doctrine stratégique. Et là, on a quelque chose qui est totalement intégrateur. Si je reste avec ma réflexion à l'éducation nationale, on peut multiplier ce qui se fait dans les milieux de la recherche aujourd'hui, qui est par exemple le jeu sérieux, le wargame. On place les élèves devant des scénarios de crise et ils comprendront l'utilité en fait que représente la disposition en fait d'outils en fait de dissuasion qui peuvent être très variés, qui peuvent d'ailleurs aller au-delà du nucléaire. Voilà pour mon intervention et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Après, on a Monsieur Cordonnier. Bonjour, j'espère que vous m'entendez mieux que vous me voyez, parce que là, je suis en train de sombrer dans la nuit, donc j'espère que je ne vais pas disparaître de l'écran. Il est tard à Paris, il est pas tard, mais il fait déjà très nuit. Merci beaucoup pour votre invitation à parler dans ce colloque. Euh, je vais faire un point qui sera assez court et qui va consister en un petit pas en arrière par rapport à la question qui nous a adressée. Quelle politique contre les fake news? Je pense que pour pouvoir répondre à cette question, et ça sera le point essentiel de mon intervention, il faut réfléchir d'abord à quelles conséquences des fake news pour adapter la réponse en quelque sorte. Donc, quand on parle de désinformation de manière générale, mais aussi quand on parle d'ingérence informationnelle étrangère, numérique notamment, ce sont des phénomènes qu'on arrive relativement bien, plus ou moins difficilement d'ailleurs, mais qu'on arrive relativement bien à quantifier, qu'on arrive à mesurer, on arrive à suivre les opérations, par exemple d'ingérence informationnelle, hein, des structures comme Viginum en sont chargées en France. Et donc, on peut documenter tout ça, on peut en voir les volumes, on peut en voir la viralité. Et évidemment, ça peut donner l'impression qu'on est face à une avalanche de désinformation, d'attaques informationnelles étrangères sur différents sujets, hein, en l'occurrence sur les conflits, mais ça peut aussi être sur la santé, comme durant le Covid, etc. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'évaluer quelles sont les conséquences sur les représentations, sur les croyances de la population de ces désinformations. Pour une raison assez simple, c'est que l'exposition à une fake news, par exemple, n'a pas un effet mécanique sur les croyances des individus.
En réalité, les sciences cognitives qui travaillent sur ces questions-là depuis un certain nombre d'années montrent qu'il y a tout un système enfin, il y a tout un fonctionnement de filtres cognitifs qui nous permettent de ne pas croire à un certain nombre de fausses informations. C'est à la fois des éléments de résilience, mais parfois de sensibilité à ces fake news. Et donc, il n'y a pas d'effet mécanique. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et une même population exposée à une fake news donnée peut y croire dans une certaine mesure, alors qu'une autre population n'y croira pas du tout. Et la situation donc d'un côté de fake news qu'on peut ou d'ingérence informationnelle qu'on peut mesurer, quantifier, et l'inconnu sur les conséquences que ça a sur les croyances des individus, ça peut parfois inciter les acteurs qui cherchent à agir de façon responsable à prendre des mesures contre ces désinformations qui peuvent être démesurées, qui peuvent être surévaluées par rapport à leurs effets réels. Et donc, toute la question, pour le dire ainsi, à mon avis aujourd'hui, c'est d'essayer de mesurer l'impact sur les croyances et les représentations, en particulier des questions d'ingérence informationnelle étrangère, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici plus particulièrement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans une étude pour la Fondation Descartes, étude que vous retrouvez d'ailleurs si cela vous intéresse sur le site fondationdescartes.org, Fondation Descartes en un mot. Cette étude que j'ai conduite durant cet été visait à estimer la sensibilité de la population française métropolitaine aux récits des parties prenantes de différents conflits actuels, dont évidemment le conflit Russie-Ukraine, mais aussi les tensions entre la Chine et Taïwan au sujet du statut de Taïwan, Israël-Hamas, France-junte malienne, etc. Et donc, juste pour vous donner une idée de la manière dont j'ai procédé, donc j'ai soumis à 4000 Français qui composent un panel représentatif de la population 3 éléments centraux du récit de chacun de ces acteurs. Par exemple, pour le récit russe, un des éléments bien connus, le fait que la Russie aurait attaqué l'Ukraine pour se défendre de l'expansion à sa frontière de l'OTAN, qu'elle aurait attaqué l'Ukraine pour protéger les populations russophones de l'Est de l'Ukraine, ou encore qu'elle l'aurait faite pour dénazifier en fait la Russie. Et à l'inverse, j'ai proposé à la population 3 éléments du récit ukrainien qui consistent à dire, par exemple, que le combat qu'elle mène est un combat de défense légitime face à une guerre d'agression, que la Russie n'avait d'autre intérêt à attaquer l'Ukraine qu'un désir impérialiste de reconstituer une grande Russie, et qu'en défendant son territoire, l'Ukraine défend de fait l'Europe, ses valeurs et la démocratie. Donc, pour chacun de ces conflits et chacun des acteurs, j'ai testé comme ça 3 éléments centraux du récit. Et ce que j'observe dans l'étude, c'est que pour ce qui concerne, et je vais me concentrer sur le cas Russie-Ukraine, parce que c'est le cas pour lequel on sait qu'un des acteurs au moins utilise des opérations d'ingérence informationnelle assez massives en France, donc la Russie en l'occurrence. Ce qu'on observe, c'est que les Français, dans leur ensemble, croient très très peu au récit russe, et à l'inverse, croient très largement au récit ukrainien sur le conflit. Pour vous donner un ordre de grandeur, tout ça dépend de la manière dont on quantifie la chose, etc. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, on a une quinzaine de pourcents de la population française qui est plutôt sensible au récit russe, et à l'inverse, on a 75-76% de la population française qui est sensible au récit ukrainien. Et donc, ça peut nous donner un indice du fait que, en réalité, les opérations d'ingérence informationnelle conduites par la Russie en France ont un effet très limité sur les opinions de la population, sur les représentations de la population. Effet très limité dans le sens où, du moins, c'est très loin de faire basculer la population, enfin, l'opinion de la population française sur ce conflit. Ça, c'est le verre à moitié plein, je dirais, du constat que je dresse. Le verre à moitié vide, c'est que, en analysant les comportements d'information de mes répondants, j'observe que les personnes qui s'informent sur les questions internationales davantage sur les réseaux sociaux que le reste de la population sont plus sensibles que le reste de la population à profil identique, hein, je tiens à le dire, à profil d'âge, de niveau de diplôme, de tout ce que vous voulez identique, sont plus sensibles que le reste de la population au récit russe. Donc, ça, pour le coup, ça laisserait penser tout de même que des personnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux, là où se font majoritairement ces opérations d'ingérence informationnelle, ils sont mécaniquement ou statistiquement plus exposés que le reste de la population, et ont donc peut-être tendance à être plus sensibles à ces récits que le reste de la population également. Donc voilà, ça c'est, on va dire
le point sur les récits Russie-Ukraine. On retrouve la même chose Chine-Taïwan. Là également, dans les mêmes proportions, hein, une écrasante majorité de la population qui est sensible au récit taïwanais et très peu sensible au récit chinois. De manière générale, l'opinion globale des Français que j'ai interrogés sur la Chine et sur la Russie sont très négatives sur le pays en général, alors qu'elles sont plutôt positives, même très positives sur Taïwan et l'Ukraine. Donc on pourrait se dire que ces opérations d'ingérence informationnelle ont un effet très limité si elles en ont un et que peut-être il ne faudrait pas trop en faire non plus dans la lutte qu'on a à leur égard. Mais ça serait oublier d'autres effets que peuvent en effet avoir les opérations d'ingérence informationnelle qui ne visent pas nécessairement uniquement ou même pas nécessairement systématiquement à faire passer un récit particulier sur un conflit particulier en l'occurrence, mais qui peuvent aussi viser à polariser les populations sur des questions qui n'ont potentiellement rien à voir, des questions de politique intérieure, des questions sociales ou sociétales, comme vous le voulez, à l'intérieur des démocraties libérales, dans l'espoir de les affaiblir. Et là, évidemment, ce n'est pas les exemples qui manquent, qui nous viennent en tête immédiatement, hein. On peut penser aux punaises de lit, on peut penser à toutes sortes d'opérations du genre. Et j'évoquerai juste celle de l'opération des étoiles de David qui ont été peintes sur les murs de Paris et qui ont fait l'objet de relais massifs sur les réseaux sociaux de comptes pro-russes. Et donc là, on commence à comprendre que l'objectif était peut-être pas de faire passer un message spécifique sur le conflit en Ukraine. Ça n'a pas de lien direct, quoique ces comptes pro-russes qui ont partagé massivement ces photos et ces vidéos d'étoiles de David partageaient également des liens vers des sites de désinformation pro-russes. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que là, l'idée, c'était, quelque temps après les attentats du 7 octobre en Israël, d'appuyer sur une ligne de fracture qui commençait à se renforcer naturellement en France, celle de l'antisémitisme, et que l'objectif était probablement plus de fracturer la population française qu'autre chose lors de cette opération. Dans mon étude, il en faudrait une autre, hein, je n'ai pas pu m'intéresser à cette question de polarisation, mais la question est également délicate à mesurer. Comment savoir si exactement telle ou telle opération peut avoir des effets sur le niveau de polarisation, c'est aussi difficile à estimer. Donc voilà, le point que je voulais faire simplement, c'est celui-là, c'est que il faut faire attention, ne pas croire que parce que quand on est sur X, 50% des intervenants francophones qu'on voit sont pro-russes, que c'est un reflet de ce que pense la population dans son ensemble sur la question. Je le dis en souriant, mais en réalité, c'est un piège qui nous est tous tendu. Parce que, en effet, on a beau savoir, on a beau se dire, on a beau se répéter que les réseaux sociaux sont pas un reflet fidèle de ce que pense la population dans son ensemble, on y traîne néanmoins et on peut quand même être affecté par cette idée que le discours pro-russe est en train de gagner les cœurs des Français. Euh, je pense que, enfin, c'est clairement et visiblement pas le cas. Mais il faut aussi se méfier d'un autre biais qu'on a tous, c'est de considérer que nous sommes tout à fait à l'abri de toute manipulation, de toute opération de propagande en tant qu'individu. Nous, on résiste et on sait faire la différence entre le vrai et le faux sur Internet quand il s'agit d'informations. Par contre, nos concitoyens seraient tous infiniment malléables. Voilà, ça c'est un effet qui est connu, hein, dont j'ai perdu le nom à l'instant, mais un effet qui a été documenté par des sociologues par un sociologue américain en particulier depuis une dizaine d'années au moins, qui montrait en effet qu'on a tous cette tendance à croire que les autres sont fragiles et sensibles à la manipulation et que nous, on ne l'est pas. Le problème, c'est que si on part si on se laisse guider par ce biais cognitif, on peut avoir tendance à vouloir en faire trop en termes de lutte contre la désinformation ou les ingérences informationnelles. Pourquoi en faire trop? On peut se dire qu'il n'y a pas de risque à en faire beaucoup, à en faire trop. Le risque, c'est qu'en cherchant à défendre la démocratie contre des attaques informationnelles qui cherchent à lui nuire, on peut parfois abîmer la démocratie en prenant des mesures qui brident de manière peut-être non légitime la liberté d'expression. Mais tout ça avec de très bonnes intentions, mais voilà, abîmer nous-mêmes nos démocraties en cherchant à les défendre. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme et c'est quelque chose qui n'aurait pas été nouveau. Je vous donnerai pour finir mon intervention cette anecdote historique.
de tracts pendant la Deuxième Guerre mondiale, de tracts que les Japonais ont largués sur des troupes américaines noires, qui leur disaient, soldats noirs, ce combat n'est pas n'est pas le vôtre. C'est une guerre raciste qui est menée par les Américains, etc., etc., désertés. Et on ne sait pas du tout, hein, les historiens malheureusement n'ont pas de réponse pour savoir si les soldats noirs ont cru à cette manipulation ou à cette propagande, on va dire, japonaise. Par contre, ce que l'on sait, c'est que leurs officiers blancs, eux, y ont cru. Et qu'ils ont retiré des troupes combattantes ces troupes noires en se disant bon bah ils vont nous faire défection, alors que très probablement que ça ne les a pas beaucoup affectés. Donc voilà un exemple de surréaction qui était peut-être d'ailleurs même recherché par les Japonais, qui se sont dit l'important c'est pas de faire déserter les soldats noirs, l'important c'est de faire que la confiance de leurs officiers blancs soit rompue. Et donc ne tombons pas dans ce piège-là non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, qu'il ne faut pas se défendre contre les ingérences informationnelles, mais qu'il faut le faire au bon niveau. Et pour ça, il nous faut davantage de recherche sur les conséquences effectives de ces manipulations de l'information, qu'elles soient sur les représentations, mais aussi sur la polarisation de l'opinion. Et j'en finirai là. Oui, merci. Alors, on a notre dernier panéliste, Monsieur Moran Robertson, et après, on va ouvrir la discussion pour des échanges après. All right, thank you very much, Dia, for the introduction. Et bonjour tout le monde depuis Bruxelles. Effectivement, Tom Morin-Robinson, je suis administrateur de programme dans notre division de diplomatie publique. Je suis très content d'avoir été invité, en fait, de pouvoir discuter avec tant d'experts qui se penchent vraiment de manière accrue sur le sujet des ingérences informationnelles. J'espère absolument tirer quelques leçons qu'on pourra peut-être appliquer dans notre propre travail. Je suis content aussi de suivre Laurent, parce que vraiment votre dernière note de quand réagir, quand est-ce que ça vaut la peine de réagir, quand est-ce que ça nous fait même du mal de réagir, c'est vraiment une question sur laquelle on se penche souvent ici dans notre travail. Et justement, ce que je voulais apporter un peu plus à la discussion, c'est une perspective un peu plus pratique sur le travail de l'OTAN en matière d'ingérence informationnelle, de désinformation, de menaces informationnelles et comment on se penche un peu sur ce travail-là. Moi-même, je suis un communicateur, mais j'ai travaillé pendant 2-3 ans sur l'équipe de stratégie, de communication stratégique qui se penchait vraiment sur cette question-là. Et c'est une question sur laquelle notre travail a vraiment changé dans les 10 dernières années, particulièrement depuis 2014 et l'invasion de la Crimée par la Russie, et justement toutes les histoires de menaces hybrides et de menaces informationnelles qui étaient vraiment à ce moment-là aussi particulièrement dirigées envers l'OTAN. Et il faut dire aussi que quand nous, on regarde ces menaces et les alliés de l'OTAN voient vraiment ces menaces informationnelles comme quelque chose qui peut porter atteinte à la sécurité nationale. Nous, à l'OTAN, on regarde particulièrement les menaces qui sont visées vers notre institution, notre organisation, et aussi les manières qu'on peut aider les alliés à mieux répondre aux menaces qui sont dirigées envers eux et envers leur société. Je crois que c'est sûr que quand on regarde les pays démocratiques, il y a une certaine vulnérabilité un peu plus accrue en vertu de notre ouverture. Nos médias en général sont ouverts, on a cet accès à l'information, les gens justement peuvent aller chercher, trouver les nouvelles qu'ils veulent, les bulles qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux. Et l'OTAN, en tant qu'organisation vraiment composée de 32 démocraties, on a une surface d'attaque encore plus large. Non seulement la surface d'attaque est large, mais justement, en termes d'organisation qui prend ses décisions par le consensus, vraiment où il nous faut l'accord des 32 alliés sur toutes nos décisions. Notre capacité décisionnelle, notre crédibilité militaire et tout, en fait, en tant qu'alliance, est vraiment posée sur notre capacité, notre unité, notre capacité d'aller trouver le consensus. Et donc, justement, cette capacité particulière des ingérences informationnelles, de la désinformation, d'aller porter atteinte, d'aller trouver des clivages,
c'est vraiment un risque très particulier pour notre organisation et un qui peut vraiment nous mettre à mal quand on tente de prendre des décisions. Donc, justement, on passe beaucoup de temps à regarder cette menace. Et on reconnaît aussi, bien sûr, que c'est des menaces qui s'amplifient, non seulement en fréquence, mais aussi avec des nouvelles tactiques, avec l'IA, avec les deepfakes et d'autres nouveautés dans les domaines qui intersectent non seulement dans l'environnement informationnel, mais aussi dans les domaines militaires traditionnels ou bien avec autres outils hybrides qui peuvent relier non seulement des opérations informationnelles, mais aussi avec des opérations très réelles sur le champ de bataille. Et donc, on doit bien se porter sur tout ça. Si je tente un peu de résumer notre approche, en fait, c'est un peu difficile de détacher notre approche en matière de réponse aux ingérences informationnelles avec notre approche de communication, parce qu'en fait, on les a vraiment tous deux reliés assez étroitement. Si je suis pour résumer, je dirais on a à peu près trois étapes ici. Une étape de compréhension, alors l'évaluation de l'environnement informationnel, qu'est-ce qu'on voit? Une étape de planification et de coordination, alors comment va-t-on communiquer, soit en réponse aux ingérences informationnelles ou soit en général? Et comment est-ce qu'on va exécuter ces communications-là pour atteindre les publics qu'on souhaite, pour les raisons qu'on souhaite? Donc, vraiment, sur ce premier volet de compréhension, c'est là-dessus qu'on s'est penché vraiment beaucoup sur ces dernières années, vraiment en matière de développer des technologies qui nous permettent de mieux comprendre l'environnement informationnel dans lequel on travaille. Alors, en fait, on appelle ça l'évaluation de l'environnement informationnel. Euh, Et pour nous, c'est des outils qui rassemblent des outils d'écoute et de balayage des médias sociaux, surveillance des médias traditionnels, balayage du web. On est capable d'aller voir 110 millions de sites web, les réseaux sociaux. Et tout ça, ça nous permet un peu d'aller voir où, quand et comment on parle de l'OTAN en termes d'organisation, de voir aussi des narratifs hostile ou positif envers l'organisation et de suivre aussi les développements de ces narratifs-là. Quand est-ce que c'est des choses qui se répètent encore et encore et encore? Et je crois qu'on sait bien qu'il y a des narratifs envers l'OTAN qui existent depuis des décennies, sinon même près du tout début de l'organisation. Donc des choses auxquelles on redonne des réponses à tous les ans, en fait, pour des narratifs hostiles qui sont très, très vieux, en fait, ou développer de narratifs qui sont très, très vieux. Ces outils-là nous permettent aussi vraiment de voir les effets et la place que notre propre communication prend dans l'espace informationnel versus ceux de nos potentiels adversaires, par exemple la Fédération russe. Donc aussi démontrer un peu une compréhension meilleure de notre efficacité et aussi de l'atteinte que nos propres narratifs et communications ont versus certains narratifs russes. En même temps, on ajoute à ça, depuis les 5 dernières années, un système d'enquête d'opinion publique envers les publics de l'OTAN. Et ça, en fait, c'est de l'information qui est publique aussi. On a ça sur notre site Internet. Donc, vous pouvez aller voir nos enquêtes qui posent des questions à nos publics dans les 32 pays alliés sur s'ils soutiennent l'OTAN, sur s'ils seraient prêts que leur pays vienne à l'aide d'un autre pays otanien s'ils seraient attaqués, sur leur point de vue sur la Russie, leur point de vue sur la Chine et d'autres questions de ce genre qui nous permettent aussi de regarder un peu chez nos publics, voir où ils sont résilients, où ils sont moins résilients, sur quelles questions est-ce qu'on devrait peut-être se pencher dans nos propres communications et aussi avec quel public particulier est-ce qu'on devrait aller essayer de travailler un peu plus fort? Et souvent, pour résumer, on voit que c'est les publics un peu plus jeunes qui comprennent moins l'OTAN déjà, et ensuite le soutiennent moins. Donc déjà, ces informations-là, tout ça, ça nous permet d'ajuster nos communications générales, mais aussi d'être capable de percevoir quand un narratif
informationnel est en train de prendre de l'envergure dans différents groupes sociaux. Donc, par exemple, si on regarde des bulles sur les réseaux sociaux, on est capable de voir, par exemple, quand un narratif ou quand du contenu est en train de traverser d'une bulle à une autre et est en train de prendre de l'ampleur. Évidemment, comme Laurent l'avait exprimé, si on s'arrêtait vraiment pour communiquer à sujet de tout ou toute la désinformation dirigée vers l'Alliance, en fait, on serait en train de faire le travail de nos adversaires pour eux. Parce que si on a quelque chose qui circule, par exemple, vis-à-vis un de nos bataillons qui sont déployés à l'est de l'Alliance, en Estonie, mais qui circulent juste là, que le secrétaire général de l'OTAN, qui a une place très internationale, une voix très visible dans le système international, commence à en parler, ben, en fait, tout à coup, on a un message qui n'atteignait presque personne ou atteignait une cible assez cernée. Maintenant, elle atteint tout le monde. Et en fait, on vient de se tirer un peu dans le pied et créer un problème. Alors souvent, quand on parle de coordination aussi avec ces informations-là, c'est aussi de déterminer qui serait peut-être le mieux placé pour répondre à un risque, à une menace informationnelle. Et souvent, comme tout planeur militaire le verrait, souvent ça se passe au niveau le plus bas de la chaîne du commandement. Si on voit des soucis se développer avec un bataillon développé, ben alors peut-être c'est le commandant de ce bataillon qui devrait s'exprimer, lui, avec les publics qu'il est capable d'atteindre dans les journaux locaux ou voilà. Euh, alors, question de planification et de coordination aussi on se penche beaucoup sur essayer d'arriver à des messages et de la communication très unifiés. Encore une fois, avec 32 pays et une alliance, c'est une organisation très, très compliquée. Non seulement avec les communicateurs qui travaillent ici au QG de l'OTAN, mais aussi ceux qui sont déployés dans les différentes missions et opérations de l'OTAN, dans les commandements stratégiques militaires. On a en fait énormément de communicants qui travaillent sur les messages de l'OTAN et si on n'est pas capable en fait de rassembler pour que tout le monde parle un peu de la même façon, que tout le monde un peu a des réponses similaires à des soucis, que tout le monde connaisse les messages sur lesquels on se penche, ben on risque en fait de réduire notre crédibilité et la confiance de nos publics en notre message, parce que s'ils regardent un commandement militaire qui dit A et le secrétaire général dit B et notre spokesperson dit C, ben on a un problème assez sérieux dans qui le public devrait écouter. Même question que si, bien sûr, on ne dirige pas les communications de nos 32 pays membres, au moins on est capable de leur donner l'information sur les positions de l'OTAN et nos plans de communication pour que si, de leur point de vue politique, ils veulent en parler, ils sont capables d'en parler et de travailler un peu le point de vue que nous, on travaille aussi. Ça nous permet aussi de passer des messages rapidement entre les alliés si on perçoit des messages qui les impliquent. Et là-dessus, on a des systèmes de réaction rapide ici à l'OTAN, mais aussi on participe à d'autres systèmes de réaction rapide comme celui qui est organisé par le G7, le G7 Rapid Response Mechanism, qui rassemble les pays de la G7 et aussi certaines organisations internationales tel aussi que le European External Action Service pour essayer de se coordonner aussi avec des pays qui aussi ne sont pas membres de l'OTAN, avec l'Union européenne et avec d'autres acteurs dans le système international avec qui on partage des points de vue et des intérêts. Alors, tout ça nous permet vraiment de déjà faire un travail préventif avec notre communication, donc bien communiquer sur nos sujets, bien connaître en fait ce que nos publics ont besoin d'entendre, contenir et mitiger des incidents à la bonne place et au bon niveau si c'est des incidents de désinformation qui ont une envergure assez importante, qu'il faut par exemple faire un debunking ou faire des corrections médiatiques ou même peut-être faire une attribution si on a l'information nécessaire pour le faire. Et ensuite, récupérer si on subit une frappe ou si on a un allié qui subit une frappe, être capable d'en subir des bonnes leçons, être capable d'apprendre justement comment mitiger des problèmes dans le futur. Alors,
justement, je crois que vous, Jean-Charles, vous aviez parlé un peu aussi de la résilience. Et ça aussi, vraiment, c'est hyper important chez nos publics, qu'ils soient plus près, plus critiques et plus à l'écoute un peu des manières dans lesquelles les tactiques que des acteurs puissent essayer de jouer sur leurs émotions ou essayer de passer un message qui est faux. Donc, justement, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a certains pays membres de l'OTAN qui sont très, très forts sur ce genre de sujet. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et justement, notre avantage comme organisation internationale, c'est d'être capable de rassembler les pays, de prendre ceux qui sont plus forts sur les questions de résilience, d'ingérence informationnelle et de partager cette information et de générer de la capacité avec le reste de nos alliés. Alors, justement, les Baltes, encore avec une expérience beaucoup plus rapprochée de la désinformation, particulièrement russe. Les pays du Nord qui se sont construits des boucliers très forts et des institutions très fortes. Les Suédois avec le Psychological Defense Agency, les Finlandais qui pratiquent des questions de media literacy depuis un très très jeune âge avec leurs jeunes. Euh, et encore, comme eux, justement, pour revenir sur le Swedish Psychological Defense Agency, et quand on parle de cette question, des questions démocratiques, justement, et de ne pas aller trop loin en limitant la parole, l'institution suédoise, par exemple, travaille vraiment juste sur des cas de désinformation qui sont capables d'attribuer à des acteurs externes. Alors, encore une fois, on voit une situation où l'important aussi, c'est vraiment de ne pas perdre la confiance de nos publics quand on travaille sur ces questions-là, ce qui est facile à perdre. Et quelque chose justement qu'on voit justement chez nos publics, c'est une baisse de confiance dans les médias un peu plus traditionnels. Et justement, ça, c'est un vrai, vrai souci. Et je crois que si on a des manières d'un peu de réparer cette relation de confiance qu'on a avec nos publics, ça aussi, on devrait tout autant se pencher sur cette question-là que sur la question de comment bien réagir à des incidents informationnels. Alors, sur ce plan-là, on a toutes sortes de travail qu'on peut faire. Vraiment, nous, on travaille plutôt avec des jeunes. On essaie vraiment de faire un effort pour aller les chercher où ils sont. Donc, on travaille avec des influenceurs, par exemple, des plus jeunes qui parfois sont des commentateurs sur les réseaux sociaux, sur des questions de relations internationales, mais parfois ne le sont pas. Et qui auraient quand même un intérêt à venir voir une organisation internationale comme on travaille et de relier ça un peu chez leur public. Euh, Justement, on parle souvent, je crois, chez les Russes du Internet Research Agency, de cette capacité étatique pour créer de la désinformation et de la faire passer. Chez les Chinois avec le 50 Cent Army aussi, la même chose. Et on oublie en fait nos propres capacités, ce qui est vraiment cette société civile, nos médias libres, la crédibilité, l'activité de tous ces gens pour bien expliquer un message et garder la confiance de nos publics. Et je crois qu'on voit dans certains commentaires justement comment les récits russes ne sont pas toujours efficaces envers nos publics. Et je crois que justement, à cause de tout ce réseau de société civile, c'est au moins une raison pour laquelle c'est le cas. Et il faut absolument les soutenir et garder cette confiance publique. Alors nous, déjà aussi, on a des programmes de subvention sur lesquels on travaille avec des organisations de société civile, sur lesquels on peut donner des relativement petites sommes, mais pour soutenir des activités de diplomatie publique ou des activités qui touchent à la désinformation ou à la résilience dans les différents pays membres de l'OTAN et aussi dans nos pays partenaires. Alors, je tiens à dire justement que ces subventions-là sont ouvertes en ce moment jusqu'au 8 janvier. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à aller regarder ça sur notre site web et de postuler si vous voyez un lien entre votre travail et ce qu'on recherche en 2025. Euh, alors, je crois que je vais m'arrêter là, mais encore, juste vraiment pour résumer, on travaille sur cette question de mieux comprendre l'environnement dans lequel on travaille et dans lequel on communique. On travaille à coordonner les communications entre nos pays membres et on travaille aussi à exécuter cette communication-là et d'une manière de plus en plus efficace. Alors voilà, j'anticipe la discussion à venir. Merci. Merci beaucoup pour toutes les présentations, je trouve très intéressant. Alors, il nous reste 15 minutes.
Donc, je veux juste vous dire, je veux offrir la parole pour un peu des réactions et aussi l'échange entre vous. Et après, s'il y a des questions d'audience, et peut-être on va s'adresser s'il y a encore du temps. Je vois que Monsieur Larsonnet, il y a une follow-up question. Merci. Oui. Merci beaucoup, cher Dia. Un commentaire à chaud sur les remarques de Monsieur Tom Morin-Robinson et puis Monsieur Laurent Cardonnier, et puis peut-être une question un peu plus spécifique pour Yannick Pincé. Le commentaire à chaud, c'était que ça rebondit sur la conclusion, au fond, sur la résilience des sociétés civiles et qu'on doit encourager. On a très peu parlé, au fond, de la vulnérabilité aussi, amenée par des éléments, au fond, assez traditionnels de la société civile, bien connus, évoqués d'ailleurs par Yannick à un moment, puisqu'on évoquait le débat nucléaire sur la longue durée. Je pense par exemple à un certain nombre d'ONG qui peuvent à la fois consolider le débat national européen ou de l'Alliance ou le détricoter, un petit peu sur l'angle qu'on avait tout à l'heure, à savoir, après tout, plutôt que d'avoir du narratif pro-russe qui, en effet, ne prend pas beaucoup, enfin, relativement peu, c'était le point de M. Cordonnier, j'y souscris complètement, mais qui fragilise en interne le rapport à la défense, le rapport à l'effort national de dépenses pour la défense militaire, que ce soit sur un plan strictement national ou sur le plan d'une alliance. Bon. Typiquement, il est assez intéressant de regarder comment une ONG bien connue, hein, établie comme Amnesty International, a des approches différenciées et ciblées entre pays européens. On n'a pas les mêmes campagnes en Allemagne et en France, et on remarque que sur des questions, par exemple, d'exportation d'armement, ces ONG vont avoir tendance à élargir le fossé, à la fois sociétal et politique, entre différents pays de l'Alliance. Très intéressant parce qu'il y a des arrière-pensées, il y a aussi sans doute des canaux de financement qui ne sont d'ailleurs pas très transparents, et intéressant aussi parce que le contexte peut se retourner. Ce que j'entends par là, je vais prendre un exemple, pendant plusieurs années, le sujet yéménite, par exemple, a été un sujet phare pour des ONG comme celle-ci, comme celle que je viens de citer, consistant à dire, à grand renfort d'images de type les enfants sous les bombes, on aurait le même genre d'approche émotionnelle à Gaza, par exemple, mais je prends le Yémen parce que c'est intéressant. Du jour au lendemain, après le 7 octobre, les Yéménites, qui étaient les pauvres victimes finalement de dictatures voisines, devenaient de vilains terroristes qui envoyaient des roquettes ou des missiles moyenne portée sur Israël. Et le narratif, finalement, s'inversait. Bon. Ceci pour dire que, au-delà de la question des réseaux sociaux, qui était peut-être au centre de mon intervention tout à l'heure, des canaux on ne peut plus traditionnels, des partis politiques, des ONG, en effet, continuent d'amener des narratifs qui peuvent être manipulés, à dessein ou pas, avec des acteurs qui sont plus ou moins lucides sur le message qu'ils portent eux-mêmes, de telle sorte que cela affaiblisse la cohésion de l'Alliance. Bon. Et alors, ça nous amène à la question du nucléaire. Et j'aurais une question peut-être un peu plus spécifique, peut-être un peu trop française, et je m'en excuse par avance, mais je pense qu'elle peut intéresser tout le monde, notamment dans une période d'ébullition en termes de réflexion sur la dissuasion nucléaire, et notamment sur sa portée ou pas européenne. C'est le débat qu'on a eu l'an dernier, hein, ça paraît loin, mais c'est en fait assez proche, sur la programmation militaire française, où le ministre des Armées français à l'époque, Sébastien Lecornu, il est toujours démissionnaire, avait souhaité mettre au cœur du débat la question de dissuasion, actant en quelque sorte qu'il n'y avait pas un vrai consensus sur ces questions de dissuasion, mais que ça méritait au moins d'être discuté, mais au risque, me semble-t-il, de donner un terrain de jeu très important aux oppositions, et notamment les plus extrêmes, la gauche radicale, donc représentée en France par la France insoumise, et l'extrême droite représentée par le Rassemblement national. Et ayant assisté et participé à ces débats, on a vu deux approches très différentes. Et j'aimerais peut-être avoir un commentaire, s'il en est d'accord, de M. Pincé là-dessus. La question étant, au fond, est-ce qu'il a trouvé que ce débat était pertinent et apportait quelque chose, d'une part à la réflexion, d'autre part à la cohésion ou au recul de fake news ou de désinformation sur la dissuasion,
parce que finalement, ces deux partis extrêmes ont largement occupé, me semble-t-il, le devant de la scène sur ces questions de dissuasion, le bloc central se noyant dans un faux consensus mou sur la dissuasion. Vous aviez donc un Rassemblement national qui se drapait dans une nouvelle position, enfin qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui était très renforcée, de ce qui était qualifié tout à l'heure de gaullisme, en fait un peu revu et corrigé, qui serait un gaullisme isolationniste, hein, ce qui n'est pas à mon sens, je ne suis pas historien, mais enfin j'ai quand même un petit peu de recul sur la question. Ce n'est pas le sens originel du gaullisme, et ça a été très bien dit tout à l'heure, mais enfin un gaullisme isolationniste, un gaulo-mitterrandisme mal digéré, c'est comme ça que je l'appelle moi. Et de l'autre côté, une France insoumise qui avait un peu changé de position par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Alors, à gauche, en France, on a un problème. C'est-à-dire que sur ces questions, on veut pouvoir revenir dans sa circonscription et dire, au fond, on est anti-nucléaire. La preuve, c'est que ces partis soutiennent, parfois ont signé, ou certains de nos élus ont signé, des traités comme le TIAN, par exemple, ou en tout cas ont encouragé à le faire. Bon, le traité d'interdiction sur les armes nucléaires. Donc on veut revenir dans sa circonscription devant ses concitoyens en disant, on est anti-nucléaire. Mais comme on veut quand même passer pour quelqu'un de pas trop à côté de la plaque et de pas complètement à côté de son temps et de pas complètement irréaliste, on emploie des contorsions rhétoriques. Alors, il y a quelques années, le grand débat, c'était de dire il faut supprimer des composantes de dissuasion. Peut-être la composante aéroportée, ça ne sert à rien, etc. C'était pas très subtil, ça marchait pas trop, ça prenait pas dans l'opinion, et donc en termes de politisation négative ou positive, ça n'imprimait pas. Là, la France insoumise, cette fois-ci, donc il y a 1 an et demi maintenant, a décidé de prendre une autre position qui est de dire on ne veut pas, officiellement tout au moins, même si on est pour le TIAN, donc c'est très paradoxal, un désarmement unilatéral de tel ou tel pays, à commencer par la France, mais en revanche, on pourrait. Alors d'abord, il ne faut pas moderniser la dissuasion, c'est quand même un truc assez bizarre, parce qu'une dissuasion, si elle ne marche pas, elle ne dissuade plus personne. Bon. Et deuxième point encore plus intéressant, plutôt que de moderniser la dissuasion, il faudrait prendre ces budgets-là pour penser une alternative à la dissuasion. Et elle était présentée comme de l'argent pour un observatoire de réflexion sur des armes de dissuasion différentes. Alors, paradoxe qui me semble très, 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 très poussé, parce que, évidemment, il faudrait penser, enfin, il pourrait imaginer deux choses. D'abord, que la dissuasion actuelle ne soit pas dissuasive, bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'autre part, qu'on puisse imaginer une arme encore plus terrible que la dissuasion actuelle. Et donc, on a eu un débat assez bizarre qui a en quelque sorte repolitisé la question de la dissuasion nucléaire, mais amené en même temps et charrié un nombre, me semble-t-il, très important de fausses nouvelles ou de désinformations sur le sujet. Et donc, j'aurais bien aimé avoir un retour de peut-être tous les intervenants, mais notamment de M. Pincé, sur la façon dont il a trouvé que ce débat s'était déroulé et s'il avait été pertinent ou pas en termes de compréhension des enjeux démocratiques autour de la dissuasion par le grand public français et peut-être européen. Merci. Vous voulez que je réagisse d'abord ou... Oui, on a encore 5 minutes, donc vous pouvez répondre Alors, rapidement. je vais essayer d'être bref parce que j'avais aussi moi aussi des questions vis-à-vis des autres panélistes. Alors, sur la question que vous posez, je vais essayer d'être le plus rapide possible hein, pour laisser de la place aux autres. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, je pense que le débat est toujours louable parce que dès lors qu'il est intégrateur, c'est-à-dire que l'on se place en fait dans l'objectif de ne pas se présenter sous forme du pour ou contre. Or, vous l'avez bien précisé, en fait, les oppositions radicales, en fait, ont plutôt adopté un positionnement qui était plutôt critique. Là où je trouve la limite de ce débat, et je trouve, je vais peut-être vous décevoir, je trouve qu'il n'a pas été très utile, il a même été, je pense, plutôt contre-productif, mais vous l'avez un petit peu sous-entendu, c'est que il faut en fait s'imaginer en fait l'opinion publique, enfin le débat stratégique comme étant une pyramide. La pointe de diamant, c'est le président. Au cœur, vous avez les experts, les parlementaires, les journalistes, les universitaires, tous ceux qui réfléchissent sur ces questions-là. Et vous avez la base, qui est l'opinion. Et ce débat de l'année dernière n'a pas touché la base. En fait, il est resté aux deux niveaux supérieurs. Et la question, en fait, et qui a été développée par les autres panélistes, et ils ont des solutions qui sont assez intéressantes là-dedans, c'est justement comment toucher le citoyen dans son quotidien. C'est pour ça que je pense que des travaux de mise en situation où on se pose la question
non pas de ce que l'on risque, mais des options qui sont à notre disposition, amènent à une réaction qui est quand même beaucoup plus intelligente face à une situation de crise. Je voudrais ajouter deux choses, mais j'aurais une question justement à poser à Tom à ce propos juste après, je vais essayer d'y penser. Ça a été contre-productif parce que ça a permis au RN de construire sur sa proposition de constitutionnalisation de la dissuasion nucléaire qui, alors on n'a pas le temps d'en discuter, mais stratégiquement, c'est la constitutionnalisation d'une stratégie nucléaire, ce qui n'est pas évolutif et ce qui est vraiment assez bête, et ça nous placerait au même niveau que la Corée du Nord, qui est le seul pays à l'avoir fait. Bon, il y a cet aspect-là, puis ce serait une constitutionnalisation neutraliste de toute manière, qui nous empêcherait quasiment en fait de travailler avec nos alliés. Bon, c'est pas l'objet du propos. Sur LFI, j'ai pas un regard aussi critique que vous pour la bonne et simple raison qu'ils font du copier-coller du programme commun de la gauche de 1972. C'est-à-dire que c'est une position qui est très bancale, puisque elle est étudiée pour être défendue politiquement. C'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure lorsqu'il retourne sur le terrain. Néanmoins, la vraie question quand on parle d'une force politique vis-à-vis de sa position en termes de défense, c'est veut-elle gouverner, oui ou non? LFI, s'ils veulent gouverner, ils ne gouverneront pas seuls. Donc déjà à la base, leurs propositions vont être noyées. Et l'expérience que l'on a en fait de forces politiques radicales de gauche accédant au gouvernement, c'est le PCF du programme commun des années 70 qui n'a pas eu d'autre choix en fait que de mettre de l'eau dans son vin au fur et à mesure de l'approche du pouvoir, jusqu'à carrément se rallier avec tout de même un fond gaulliste. J'espère que j'ai été rapide. Moi j'avais deux questions, je ne sais pas si on aura le temps, pour Tom et pour Laurent. Je voulais juste savoir si, les enquêtes que vous faites sont publiques, parce que ça m'intéresse beaucoup de les consulter, notamment sur les questions de solidarité entre alliés. Je pense que vous avez posé la question d'activation de l'article 5, en fait, hein. C'est ça. Et si vous avez en fait une politique excusez-moi de le dire de cette manière, c'est un peu commercial, mais de feedback, c'est-à-dire, est-ce que vous identifiez l'effet en fait des réponses que vous apportez aux erreurs informationnelles, enfin la manière dont vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y a une crise informationnelle, vous apportez une réponse, est-ce que vous mesurez si ça a un effet? Et pour Laurent, je voulais savoir, c'est un petit peu dans la même veine, si vous avez fait, vous, des travaux, ou si vous avez connaissance de travaux qui mesure en fait non pas le discours de la peur, puisque vous posez en fait le discours, vous mesurez en fait l'effet du discours russe ou du discours ukrainien ou chinois ou taïwanais en situation de tension plutôt apaisée. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites carrément en situation de crise, on est en crise, qu'est-ce que l'on fait, puisque ça peut changer les réponses. Hein, on est face à l'échéance. Quelle est votre attitude? Et s'il y a aussi une mesure d'évolution dans le temps. Est-ce que ça grignote un petit peu le discours? Excusez-moi, j'ai été très long. Hein. Peut-être je peux faire suite tout de suite justement aux questions de Jean-Charles Arsenault et Yannick Pincé. J'en ai à dire sur le nucléaire justement, mais rapidement, Yannick, sur votre question sur les enquêtes qu'on fait avec nos publics, oui, ils sont publics, ils sont accessibles sur notre site web. Si vous cherchez, et peut-être c'est plus facile même via Google de chercher NATO Audience Research. Si vous cherchez ça, vous allez trouver notre page où on a vraiment les rapports depuis 2019. Donc, absolument, je vous encourage de regarder ça. C'est sûr qu'entre-temps, depuis qu'on a commencé, on a rajouté des alliés à l'Alliance. Donc, il y a certains datasets qui sont un peu moins complets que d'autres. Pour en faire suite avec l'effet feedback, ce qu'on tente de faire vraiment quand on fait nos rapports de com internes, c'est d'essayer de tout regarder ces pièces-là en même temps. Alors oui, on tente de regarder cet effet feedback, mais comme vous le savez en tant que chercheur, si vous faites du travail quantitatif, c'est compliqué de vraiment cerner l'effet de tel ou tel narratif sur vraiment l'opinion publique en général. Ce qu'on voit de toute évidence dans ces dernières années, c'est que la guerre en Ukraine ou la guerre de la Russie contre l'Ukraine a vraiment fait exploser les perspectives positives de notre public envers le temps. Donc là, sur des grands mouvements de ce type-là, on est capable de voir des effets. On fait aussi des recherches
un peu plus ciblé sur différents sujets particuliers. Et justement, on s'était vraiment posé sur la question nucléaire ces dernières années. Et donc, c'est super qu'on en parle un peu. Aujourd'hui, ça nous semble très clair, en fait, qu'il faut en discuter. Et il faut en discuter en public avec toute la communication nucléaire, en fait, qui sort du Kremlin de manière presque constante depuis le début de cette guerre, et que nos publics ont tendance à oublier à tous les 2 ou 3 mois quand encore il y a un commentaire au sujet des forces de frappe nucléaire de la Russie qui se retrouve dans le domaine public. Et en fait, ça n'a même pas commencé du tout avec la guerre en Ukraine. C'était quelque chose d'assez régulier. Donc, nous, ce qu'on voyait, bien sûr, avec l'OTAN qui est une alliance qui bénéficie du bouclier nucléaire américain et aussi des autres alliés, euh, c'est qu'il y avait un déconfort accru d'en parler en public. Justement parce que dans différents pays européens, c'était vraiment quelque chose qui pouvait activer du ressentiment, particulièrement dans certains groupes du public ou certains groupes politiques. Donc, if it's not broke, don't fix it. Let's not talk about it. Let's not rock the boat. Bien sûr, le souci avec ça, c'est qu'en fait, quand on a un problème, on n'a pas pavé la route de parler de la dissuasion, de parler de la dissuasion, encore plus la dissuasion nucléaire. Et le fait que on a un bel exemple que je vais vous donner à l'instant, c'est qu'à chaque année, on a un exercice otanien de dissuasion nucléaire qui, pendant longtemps, était très secret, très classifié. On n'en parlait absolument pas. Euh, et ce qu'on voyait, c'est que les Russes parlaient toujours de leurs propres exercices. Et ce qu'on avait vu même, c'est que de notre côté, quand on entreprenait un exercice, qu'il y a des avions qui volent dans le ciel, tout le monde est capable de voir ça en fait, et on avait nos propres médias de certains pays alliés qui se trouvaient une belle histoire à rapporter que l'OTAN s'entraîne en secret pour la guerre nucléaire. Donc, c'est pas vraiment le genre de headline qu'on cherche à aller retrouver, surtout dans nos propres médias domestiques. Chez les Russes, peut-être que c'est le genre de truc qu'on va voir, mais chez nous, on aimerait idéalement éviter ce genre de truc. Et la manière de l'éviter, vraiment, c'est juste d'être un peu plus transparent. Donc, nous, en faisant nos propres recherches envers ce qu'on avait vu dans l'environnement informationnel et avec nos propres publics, on a vraiment travaillé fort pour s'adapter, pour déclassifier le nom de cet exercice, qui est Steadfast Noon. C'était impossible de dire ça, même dans la salle de bureau dans laquelle je suis avec la porte fermée avant, il fallait que j'aille à quelque part d'autre. Et de faire un press release à chaque année, un peu à l'avance, pour dire voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on le fait, voilà comment ça va fonctionner. Et ouais, on a vu des effets aussi dans du polling qui touchait particulièrement sur des questions nucléaires. Qu'on a vu quand même une augmentation dans le confort public. Mais bon, je dis tout ça parce que, en fait, justement, encore cette question de paver la route, que quand on se retrouve dans un moment de crise, on ne veut pas nécessairement que ça soit la première fois que les gens apprennent en fait qu'on fait ce genre de travail de manière régulière, sécuritaire, non liée à ce qui se produit dans le système international. Vraiment. Alors voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est un super de bon sujet et ça ne se résume pas juste avec le nucléaire, mais vraiment avec la dissuasion en général. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, deux choses dans mon étude, j'ai emprunté certains des items de perception de l'OTAN à votre questionnaire. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser parce que j'ai mis la sensibilité à ces items en rapport avec la sensibilité aux différents récits qui circulent. Donc il y a des choses intéressantes, assez intuitives, mais néanmoins intéressantes. Et la deuxième chose, c'est si vous voulez quelques idées sur la manière de tester l'efficacité des argumentaires que vous utilisez, faites-moi un mail, j'ai quelques idées à vous soumettre. Parenthèse refermée.
Pour rebondir sur votre question, Monsieur Larsonner, sur le rôle d'ONG, hein, par exemple, telles que Amnesty International, etc., en tant que canal plus traditionnel d'influence, première chose que j'ai à dire, bon, c'est que dans une démocratie, il est normal qu'il y ait des ONG qui cherchent à influencer dans le sens qu'elles jugent bon la population. Donc là, on est dans de l'influence, on n'est pas dans de l'ingérence. Après, si certaines d'entre elles sont financées par des acteurs étrangers en douce, etc., ça c'est une autre question. Et en effet, ça soulève un autre genre de question. Je pense que les acteurs qui feraient ça investiraient bien mal leur argent parce que si on exagère peut-être parfois le rôle des réseaux sociaux sur la formation des opinions, je pense que pour ce qui est des ONG, on est dans l'épaisseur du trait. J'imagine une ONG comme Amnesty International, si sa position sur tel ou tel conflit est connue de quelques pourcents de la population, ça me surprendrait déjà beaucoup. Ce sont des ONG qui s'adressent à des micro-niches de la société, dans lesquelles parfois nous-mêmes on gravite un peu, donc on est conscient de ce qu'ils disent et on peut y être sensible ou non. Mais je pense pas que ça affecte, ou que ça pas affecte, parce que c'est un terme négatif, mais que ça touche qui que ce soit dans la population générale, dans des proportions pour le moins significatives. Pour les partis politiques, c'est évidemment différent, hein. Sont pour le coup des associations aussi, les partis, qui ont un accès médiatique. Et donc, leur prise de position là-dessus en effet, ont probablement une influence plus large sur la population. Et d'ailleurs, sans grande surprise, vous verrez aussi dans mon étude, si vous la feuilletez, que la sensibilité à l'extrême droite ou à l'extrême gauche est associée plus fortement que les autres sensibilités politiques à la sensibilité au récit russe, tout comme au récit chinois. C'est pas une grande surprise, et que la sensibilité à l'extrême gauche est associée plus étroitement au récit de la junte malienne, par exemple, parce qu'elle mobilise des arguments de néocolonialisme, etc., qui résonnent avec ces sensibilités politiques. Donc, bien entendu que là, on peut avoir des influences très démocratiques, une nouvelle fois, sur la population, sans grande surprise. Mais je tiens juste à rappeler que le journal, les journaux de 20 heures, si on les cumule, ou de 19h30 de M6, TF1 et France 2, c'est à peu près 10 millions de Français tous les jours. Donc, vous voyez, Amnesty International, les jours. Donc, voilà, je pense que sur l'influence sur le passage de messages, ça reste de très loin et bien avant les réseaux sociaux. Et ça, il faut pas du tout penser que les Français s'informent sur les réseaux sociaux. Ça, les médias traditionnels restent de très loin en France et dans toutes les démocraties libérales que je connais, restent de très loin les principaux vecteurs d'information, y compris chez les jeunes. Je donnerai juste un exemple, c'est celui du Clémy en France, hein, qui a fait une étude auprès des lycéens pour savoir sur quel canal ils s'informaient. Et le premier canal, c'est les journaux de 20 heures. Pourquoi? Parce que les lycéens habitent chez leurs parents et voient le journal de 20 heures avec leurs parents. Peut-être en diminution, en effet, mais c'est plutôt chez les étudiants que ça diminue la consommation de médias traditionnels. Pourquoi? Parce que les étudiants sortent du foyer et n'ont plus les habitudes de consommation d'informations de leurs parents. Donc je pense que les médias restent le premier facteur d'information. Et pour moi, c'est aussi le premier facteur de résilience. Pourquoi? Parce qu'en France, on est, je pense, et je serais très étonné, mais ce serait une autre discussion, infiniment plus résilient que les États baltes, mais infiniment, je pense, sur ces questions-là, mais on pourra en parler. Et pourquoi l'est-on, en tout cas en France, résilient dans une certaine mesure? C'est en grande partie dû au fait qu'on a des médias qui sont libres et pluriels sans être polarisés. Ce qui fait que quand je dis non polarisé, ça veut dire que dans un journal de droite, vous aurez sans problème un article d'un journal de gauche qui est cité. Vous aurez un accord, et inversement évidemment, vous aurez un accord fondamental sur les faits. Voilà, avec des lignes en général un accord sur les faits, avec des lignes éditoriales évidemment qui vont, mais on s'y attend, hein, parce que la presse en France, c'est une presse d'opinion, ça a toujours été comme ça, qui va donner un angle à la lecture, mais on n'est pas dans une situation américaine ou espagnole où on a une polarisation totale des environnements médiatiques, et du coup, si vous êtes du côté Fox News ou du côté CNN, vous ne vivez pas dans la même réalité. La France, c'est pas ça, et je pense que c'est vraiment ça la clé de la résilience de la population du côté médiatique. C'est des médias qui restent très écoutés, très lus, très suivis,
qui sont divers et libres, mais qui ne sont pas polarisés. Ajouter à ça un niveau d'éducation de la population qui, même si en maths ça se passe mal, reste acceptable en France, et des cours d'éducation aux médias, etc., qu'on appelle tous à être intensifiés, hein. Je pense que ça c'est très important. On obtient une population qui reste bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de cette population qui est en décrochage. Juste pour vous donner un exemple, les personnes dans mon étude qui sont sensibles aux récits russes, aux récits chinois par exemple, sont aussi davantage sensibles aux positions anti-vax et aux positions climato-sceptiques. Vous allez me dire aucun rapport. Pourquoi j'ai mesuré ça? Ben, parce que j'avais quand même comme une intuition qu'on retrouverait des mêmes profils là-dedans, et c'est exactement ce qu'on observe. Parce que là, on a une partie de la population très minoritaire en France, mais néanmoins existante, qui a fait sécession en quelque sorte des médias d'information et qui juge intéressant de se tourner vers des médias de réinformation, qui a perdu toute confiance dans les médias et pas seulement dans les institutions également, je le montre aussi dans l'étude, et donc qui vont être pour le coup extrêmement perméables à tout discours qui pourrait contredire ce qui leur paraît être une parole officielle, qui est simplement une parole plus partagée parce qu'en général conforme aux faits, et donc qui sera très perméable, cette part de la population-là. Voilà. Et donc, comment adresser cette partie de la population, j'en sais rien. Et pour finir, la question de la confiance dans les médias. Je ne sais plus qui l'évoquait, mais c'est vrai qu'on se plaint toujours, et moi le premier, du fait que les Français ont de moins en moins confiance dans leurs médias, etc. Euh, j'ai l'impression que c'est pas toujours si vrai, surtout sur les questions internationales, dans l'étude que j'ai menée là, mais dans l'étude précédente de l'année dernière sur les questions de santé, les médias restent le canal d'information publique dans lequel les populations ont le plus confiance. Et donc, c'est relativement rassurant. Et sur les questions internationales en particulier, c'est très marquant. C'est très marqué, pardon. C'est probablement parce que c'est des événements qui sont plus lointains, sur lesquels on peut nous-mêmes pas avoir d'expérience personnelle, contrairement au Covid, où j'ai l'impression d'avoir vu que les hôpitaux étaient vides et qu'en fait on se fiche de moi en me disant qu'ils sont saturés. J'ai peut-être moins l'expérience au quotidien de ce qui se passe de visu en Ukraine ou ailleurs dans le monde, et donc je vais peut-être déléguer plus facilement ma confiance aux médias. Mais donc voilà, je pense que là on a vraiment les facteurs de résilience. En France, ils tiennent bon pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça va rester ainsi. Et voilà, donc l'effort, à mon avis, est de continuer à préserver ce monde médiatique qui est menacé, non pas par des questions internationales, mais par des questions très internes, qui sont celles notamment des financements de ces médias. Les médias doivent trouver de l'argent. On a encore un service public qui n'a pas à se faire ce souci-là, mais qui commence à être attaqué en France. Moi, étant suisse, je sais que c'est aussi le cas en Suisse, hein. Il y a aussi eu des initiatives pour couper les fonds des médias publics. Là, c'est la vraie menace. Si on perd les médias publics, on sera dans un modèle américain dégradé, c'est-à-dire avec des médias polarisés et une résilience qui va ficher le camp. Merci beaucoup. On est un peu en retard, donc je vais juste conclure très rapidement. J'aime beaucoup l'analogie de pyramide parce que comme quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'opinion publique, c'est très important de ce sujet et de comprendre le public et aussi d'avoir cette initiative. Donc, merci beaucoup. Et pour conclure, je vais donner la parole à Laurent pour faire une conclusion. Merci beaucoup, Dia, et merci beaucoup donc, aux intervenants. Donc, on a malheureusement pas respecté le temps, mais c'est pas grave parce que la discussion est très intéressante. Donc, mesdames et messieurs, donc, ce colloque touche à sa fin. Donc, permettez-moi de prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous pour votre présence et les contributions donc, qui ont été apportées au cours des 2 journées d'échange. Sachant que les échanges pourront être accessibles après parce qu'ils seront mis en ligne. Un grand merci donc au Centre canadien d'études allemandes et européennes, au programme MINDS du ministère canadien de la Défense, au Centre Jean Monnet de Montréal, au réseau d'analyse stratégique et au Centre d'études allemandes sur la paix, au Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de l'Université de McGill et de Montréal pour leur soutien. Je tiens surtout à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Tout d'abord, nos modérateurs et modératrices pour leur capacité à orienter les débats de manière constructive et stimulante. Nos panélistes, bien évidemment, pour leur intervention éclairée et extrêmement riche. Et pour terminer, Fiona Bernard, donc, dont le dévouement et l'organisation étaient essentiels à la réussite de ce colloque. En soi, ce colloque n'était pas une fin en soi, mais une étape. Et donc, nous espérons beaucoup que ces discussions continueront à alimenter
vos travaux, nos échanges, vos réflexions et initiatives sur ces questions liées donc, à ces enjeux de politisation de questions de défense dans un contexte de diffusion de narratifs et de fake news et comment justement réagir ou parfois ne pas réagir, comme on l'a vu à la fin, pour justement éviter les contre-effets, puisque malheureusement aussi ça peut être aussi quelque chose qui peut être anticipé par, entre guillemets, l'adversaire, c'est-à-dire attendre une réaction qui aurait justement des effets négatifs, puisqu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais aboutir au résultat inverse. Sur ce, je vous remercie encore beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Encore merci. Et selon votre fuseau horaire, soit un bon après-midi, soit une bonne soirée. Merci tout le monde. Au revoir.